Donc, on va parler de la médecine en Chine. Au-delà de l'invention d'une médecine traditionnelle chinoise, on accueille Florence Bretel-Establet, sinologue et historienne, directrice de recherche au CNRS. Comme d'habitude, une petite présentation rapide de l'AFIS, ou plus exactement des webinaires. La présentation de l'AFIS, vous l'avez vu antérieurement. Donc, c'est toujours un petit groupe d'adhérents de l'AFIS totalement bénévoles qui organise ces webinaires. Programmation régulière, on essaye de se tenir à 2 par mois et nous ferons la même chose à partir du 10 septembre, dès l'année prochaine donc. Et on essaye de traiter, comme vous l'avez vu, des sujets extrêmement variés qui apportent à chaque fois un éclairage scientifique sur des questions de société. Les webinaires sont tous enregistrés, évidemment avec l'accord des intervenants, et ils sont accessibles aux adhérents via leur compte AssoConnect. Et ça, vous commencez à avoir l'habitude. Évidemment, les opinions exprimées dans ces conférences sont évidemment celles de l'orateur et pas nécessairement celles de l'AFIS, qui appelle clairement une séparation entre l'expertise scientifique et la décision. Donc, vous avez tous vu ça sur l'invitation, à Florence Bretel-Establet est sinologue et historienne, donc directrice de recherche au CNRS, et elle a consacré beaucoup d'études sur la médecine en Chine. Elle vous en parlera tout à l'heure. Elle a écrit évidemment un certain nombre d'ouvrages, je vous en rappelle ici certains. Le sujet. Le sujet, donc, on va parler de la médecine en Chine. Et on a intitulé le sujet au-delà de l'invention d'une médecine traditionnelle chinoise. Médecine traditionnelle chinoise, en fait, elle s'est fait connaître en Europe et aux États-Unis dans les années 50, et elle y est encore très florissante. J'ai été surpris en préparant ce webinaire de me rendre compte qu'il y avait toujours à Paris actuellement un service à la Pitié-Salpêtrière de médecine traditionnelle chinoise. Ce qui pose évidemment quelques problèmes à des scientifiques comme nous. Florence abordera donc les malentendus que ce nom de médecine traditionnelle chinoise a induit dans la réalité de nos interprétations occidentales. Nous sommes véritablement là au cœur de nos engagements, éclairer scientifiquement des spéculations sociétales. Écoutez, merci de m'avoir invité. Alors, en effet, hein, comme l'a rappelé Jacques Amsili, je travaille sur la Chine et j'ai choisi dans mon parcours de travailler sur l'histoire de la Chine à partir des questions de santé et de médecine qui, pour les sciences humaines, sont bien sûr des perspectives extrêmement fécondes. Alors, je pense qu'il y a pas mal de médecins peut-être dans l'auditoire et je préfère le dire tout de suite. Je ne veux ni faire ni l'apologie ni la critique de la médecine chinoise parce que c'est pas du tout mon propos. Je suis pas médecin moi-même et le travail de l'historien ne consiste pas à donner des bons points ou à des mauvais points, mais plutôt à d'essayer de comprendre hein, le passé et ses acteurs. Alors, la proposition de cet exposé, elle fait suite à une discussion un peu informelle qu'on a eue il y a une année à peu près avec Jacques Amsili dans les couloirs d'un local où il y avait la fête de la science. Alors, je me souviens plus très bien pourquoi on en est venu à parler de médecine chinoise et puis j'ai commencé à lui expliquer tous les malentendus qui avaient pu naître dans l'imaginaire occidental à partir de ce nom de médecine traditionnelle. Et à l'issue de cette conversation informelle, il m'a dit, bah, il m'a donc proposé de venir présenter le sujet que j'ai donc intitulé La médecine en Chine, au-delà de l'invention d'une médecine traditionnelle chinoise. Alors, je vais revenir sur cette notion de médecine, sur le nom, sur l'émergence de ce nom de médecine traditionnelle chinoise, qui bah, est encore régulièrement, c'est pratiquement même le terme qui est toujours utilisé quand on veut parler de médecine chinoise soit en français, donc médecine traditionnelle chinoise, soit TCM en anglais. Et je vais revenir pour montrer aussi comment ce terme-là a occasionné des malentendus qui persistent encore aujourd'hui. Et finalement, s'il y a un malentendu que j'aimerais dissiper à la fin de cet exposé, comme ça je vous donne tout de suite ma conclusion, c'est que ce serait de dissiper cette idée qui est très liée au nom de médecine traditionnelle chinoise, qu'il existerait
une médecine en Chine qui, depuis les temps les plus lointains, se serait transmise de génération en génération, donc traditionnelle, jusqu'à aujourd'hui sans connaître le moindre changement. Alors, j'espère que je vais réussir à vous le montrer. Alors, pour parler du contexte d'apparition de ce terme, je vais revenir dans un premier temps très vite sur la situation de la médecine en Chine au 19e siècle et au début du 20e siècle, c'est-à-dire au moment où la médecine qui se pratiquait en Chine s'est trouvée en concurrence avec une médecine dite occidentale. Alors, je présenterai ensuite comment et pourquoi les autorités communistes, à partir des années 1949, ont construit une nouvelle médecine, et pourquoi aussi cette médecine qui est donc façonnée au XXe siècle, qui bien sûr, elle n'est pas façonnée à partir de rien, mais elle est reconstruite, a pris le nom à l'étranger, et seulement à l'étranger, de médecine traditionnelle chinoise. Et une fois que j'aurai un peu déconstruit les principales, enfin, l'imaginaire de cette médecine traditionnelle chinoise, j'essaierai de vous montrer en prenant au moins l'exemple de l'étiologie, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire aussi la thérapeutique, mais ça pourra revenir dans la discussion. Eh bien, je essaierai de vous montrer comment la médecine en Chine, avant la standardisation dans la deuxième partie du XXe siècle, euh, est en fait un ensemble de savoirs qui, bien sûr, et de pratiques qui a évolué et qui est loin d'être, et surtout qui est loin d'être homogène dans son histoire. Alors, tout d'abord, pour rappeler, je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que le contexte de cette rencontre entre médecine occidentale et médecine chinoise, cette rencontre, elle date du 19e siècle, au moment de l'expansion européenne et américaine en Chine, après les premières guerres de l'opium en 1840-1842. Et cette expansion, elle va, dans la seconde partie du 19e siècle, particulièrement être importante, et tout particulièrement après la guerre sino-japonaise de 94-95, qui vraiment là accélère le partage de la Chine en différentes zones d'influence étrangère. Et vous avez la caricature qui est dessinée en 1898, qui représente bien cette Chine, dans laquelle on coupe des parts de gâteau, où on peut retrouver l'anglais, le français, le russe, euh, et puis le japonais est récemment arrivé sur le marché. Alors, cette expansion européenne en Chine, il faut bien dire elle a été facilitée par la médecine occidentale, qui fait partie de ce que l'historien Edric avait noté un outil d'impérialisme. C'est-à-dire que la médecine, lorsqu'elle s'exporte en même temps que les personnes qui vont partir en Chine ou qui vont partir au Vietnam ou en Inde ou dans l'Afrique, cette médecine, elle va bien sûr aider les colons à s'installer sur place, mais elle va aussi servir d'outil d'influence, pour favoriser l'expansion des puissances qui sont alors très en concurrence, anglaises, américaines, françaises, etc. Et là, je vous ai mis, par exemple, la France fait partie de cette course au partage de la Chine et aux zones d'influence française. Et là, donc, je vous ai mis, par exemple, deux photos qui datent de 1914 et qui présentent l'hôpital français de Kunming, donc la capitale de la province du Yunnan. Et à droite, une photo du dispensaire de Mengzi, donc, qui est plus au sud que la ville de Kunming, qui sont donc deux installations françaises qui ont vraiment œuvré à qui en tout cas ont été installés dans la perspective de prolonger le projet colonial indo-chinois dans l'extrême sud de la Chine. Mais là, c'est la France, mais vous voyez, plus largement, entre 1820 et 1911, on a plus de 200 dispensaires ou hôpitaux qui ont été créés sur le sol, sur la Chine, et on a déjà une trentaine d'écoles de médecine occidentale qui ont été fondées essentiellement par des missionnaires, mais pas seulement, par des militaires. En l'occurrence, la présence française est plutôt une présence militaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que jusque dans les premières années du XXe siècle, la médecine occidentale progresse, on a des institutions qui s'installent, mais on ne trouve pas d'hostilité de la part des médecins chinois vis-à-vis de cette nouvelle médecine. Et on peut dire que jusqu'au début du XXe siècle, on est dans un climat de cohabitation pacifique
voyez, par exemple, Roufiandis, qui est en poste en 1902 et en pleine épidémie de peste, note dans ses rapports, les médecins chinois ont manifesté un grand désir de connaître la sérothérapie. C'est à cette époque-là, donc Roufiandis fait passer les sérums de Yersin. En 2 mois, 19 médecins sont venus me trouver dans ce but. Donc, jusque vraiment dans les premières années du XXe siècle, on ne constate pas d'hostilité de la part des médecins chinois, mais surtout, et c'est plus intéressant, les Chinois ne se sentent pas obligés de démarquer leur médecine de la médecine importée. Et finalement, pour eux, ils n'ont qu'un seul thème dans leur lexique, c'est la médecine. Ça fait partie de la médecine. Et finalement, ils sont venus emprunter certainement des choses qu'ils considéraient comme étant efficaces par rapport à ce qu'ils avaient dans leur arsenal thérapeutique, mais sans avoir la notion que ils étaient face à une catégorie à part qui était la médecine occidentale. Hein. On a plutôt, jusqu'au début du XXe siècle, cet état d'esprit d'aller piocher un peu à droite, à gauche et de faire avec. Alors, la situation se gâte beaucoup quand, et là je reprends un terme de l'historien Lei Xiangling, quand la médecine chinoise rencontre l'État. Hein. Euh, Quand l'empire des Qing est renversé par la révolution républicaine de Sun Yat-sen, les sciences sont bien sûr, et la médecine scientifique sont portées au pinacle par les autorités en place. Et c'est pour toutes les élites politiques de l'époque, vraiment la médecine scientifique ou occidentale, c'est la voie de la modernisation. Et on va avoir dans les premières décennies du XXe siècle des premières mesures hostiles menées par le gouvernement contre la médecine chinoise. Donc en 1913, par exemple, le ministre décide de supprimer la médecine chinoise. Bon, ce sera un échec, mais dans le projet de financer des écoles, il va refuser de financer la création d'écoles de médecine chinoise. Et bien sûr, les mesures les plus hostiles, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez parfaitement, mais les mesures les plus hostiles vont provenir du régime de Nankin, donc le régime qui est géré qui est dirigé par Chiang Kai-shek entre 1927 et 1937, où une série de mesures va être proposée par le gouvernement pour décider finalement d'abolir la pratique de la médecine chinoise. Alors, c'est bien sûr toutes ces mesures vont générer un mouvement de résistance parmi les praticiens de médecine chinoise qui vont les amener à résister, mais surtout à commencer à s'organiser en un corps professionnel, un peu homologue à celui euh, qui constate derrière les blouses blanches des médecins occidentaux. Donc, ils vont commencer à s'organiser pour défendre et légitimer finalement une chose qu'ils doivent dans le même temps définir, c'est la médecine chinoise. Euh, alors, euh, on se trouve donc à la fin des années 20, hein, avec toutes ces mesures-là, on voit bien que le gouvernement, qui est un gouvernement nationaliste, hein, le régime de Chiang Kai-shek, eh ben, va se trouver dans une période qui est très complexe et qui a très bien résumé Crozier-Ralph en 1968, donc déjà dans une étude très ancienne, où il montre bien que la politique nationaliste va se retrouver coincée entre deux objectifs qui sont assez euh, différents. La volonté, d'une part, de renforcer la nation à l'aide de la science moderne, et en même temps le souci que cette modernisation ne signifie pas la trahison de l'identité nationale. On est dans une période très complexe et cette complexité de la période, on la voit très bien dans le débat qui a lieu dans les années 20 et dans les années 30 entre les groupes qui s'opposent, hein, les groupes, c'est-à-dire les médecins chinois formés à la médecine scientifique, et puis les médecins chinois formés à une médecine qui n'est pas la médecine scientifique, sur la manière dont ils vont devoir se qualifier pour se démarquer les uns des autres. Hein. Et par exemple, pour les médecins de type occidental, pour eux, c'est pas possible qu'on puisse appeler cette nouvelle cette médecine scientifique la médecine occidentale, parce que ça porte l'occidental dans son terme,
et que eux font de la médecine scientifique et donc vont proposer, par exemple, toujours dans ce débat hein, de problème comment sauvegarder l'identité nationale, eh bien, ils vont proposer d'appeler, par exemple, la médecine occidentale nouvelle médecine et vont proposer aux praticiens de médecine chinoise de se désigner comme étant praticiens de la vieille médecine. Naturellement, c'est un débat, les praticiens de médecine chinoise ne sont pas du tout d'accord avec cette manière de se qualifier. Et au contraire, ils sont bien conscients du poids symbolique du terme de médecine chinoise. Donc, ils vont se proposer de garder bien le terme de médecine chinoise, voire d'utiliser le terme de médecine nationale. Et on trouve dans les publications, par exemple, des années 20-30, on trouve souvent le nom de médecine nationale pour désigner la médecine chinoise. Alors, bien sûr que le parti, bon, finalement, sur un débat avec la résistance qui est née dans la société chinoise, le gouvernement nationaliste ne va finalement pas abolir la médecine chinoise, hein, mais il va essayer de mettre en place un certain nombre de mesures pour tenter d'encadrer cette chose qui est quand même très fluide et très difficile à, à, à démarquer. Mais bon, comme vous le savez, la période des années 30, des années 40 est une période extrêmement complexe, hein, avec la guerre sino-japonaise, puis qui va être suivie d'une guerre civile entre le Parti nationaliste et le Parti communiste. Et dans cette période, la question de la médecine chinoise n'est pas réglée, mais ce qui est important, c'est que ce mouvement de résistance et d'organisation des médecins, des praticiens de médecine chinoise, c'est un mouvement qui a démarré et qui va rester en toile de fond dans toute l'histoire de la médecine au XXe siècle. Alors, c'est le régime communiste hein, qui va hériter finalement de la question, de savoir du problème de cette médecine dans un contexte sanitaire que je voudrais rappeler en quelques points. Hein. Ah, là, voilà. Je voulais juste rappeler quelques indicateurs, c'est-à-dire lorsque, après une décennie de guerre, Mao Tse-tung parvient à prendre le contrôle de la Chine en 49, les indicateurs de santé sont quelque chose sont vraiment déplorables. J'ai essayé de vous en mettre quelques-uns. L'espérance de vie à la naissance en Chine, c'est 35 ans, quand au même temps, au sortir de la Seconde Guerre mondiale en France, c'est de 66 ans. Le taux de mortalité infantile en Chine il est de 200 pour 1000, quand en France, il est pour de 52 pour 1000. Les maladies infectieuses, la peste, la diphtérie, le choléra, c'est toujours la cause majeure de mortalité en 49, dans les années 50. Et il faut bien dire aussi que à cette époque-là, moins de 5% de la population est immunisée contre la variole par le vaccin, en dépit du fait que la vaccination générienne, c'est quelque chose qui est pratiqué en Chine depuis 1800. Alors, eh bien, qu'est-ce que va faire de cette santé publique qui est quand même assez catastrophique? Eh bien, Mao Tse-tung il va proposer de faire feu de tout bois. Hein, je vous ai mis une citation ici. Unir le vieux, l'ancien, le chinois, l'occidental, tous les travailleurs médicaux et hygiénistes de manière à former un front uni, consolidé et ainsi développer le travail d'une grande santé publique et continuer la lutte. Alors, pour cette idée-là, hein, elle est tout simplement issue du fait que les ressources médicales hein, dont dispose la République populaire de Chine en 49 sont très maigres. Hein. On compte entre pas plus de 10 et 20 000 médecins qui ont été formés à la médecine scientifique, qui ont été diplômés en Chine, en Europe, aux États-Unis, au Japon, qui bien sûr occupent les postes de commande. Et puis à côté de ça, on a un vaste réservoir très éclectique de médecins qui sont formés au savoir et aux pratiques chinoises. Alors, environ 500 000 parce que le régime nationaliste a tenté de mettre en place des licences de médecins. Donc, on sait un peu, on peut à peu près évaluer, mais c'est un chiffre qui est très approximatif, qui sont bien sûr des acteurs qui sont en marge du pouvoir, mais comme je l'ai dit juste avant, ce sont désormais des praticiens qui sont désormais organisés pour leur survie et qui sont aussi conscients du poids des symboles dans la politique.
Alors, Mao, donc, je dis tout de suite dès son arrivée en 49, donc faire feu de tout bois. En gros, il y a quatre grands principes de la politique de santé dans les premières années du pouvoir. C'est, bon, la médecine doit servir le peuple, il faut donner la priorité à la médecine préventive, il faut intégrer les programmes de santé dans les mouvements de masse. Donc ça, c'est une question très intéressante, mais je ne viens pas du tout dessus. Et puis, cette idée que les médecines chinoises et occidentales doivent s'unir. C'est une idée que Mao a déjà définie avant d'être au pouvoir, sous plutôt la notion de collaboration. En tout cas, pour Mao, les médecines ne peuvent pas être tenues à distance, hein. Ce n'est pas que les communistes soient de fervents partisans de la médecine chinoise. Pour les communistes, comme pour les nationalistes, comme pour les républicains avant eux, la médecine chinoise, c'est quelque chose qui est rempli de superstitions, qui est rempli de théories absurdes. Mais le régime communiste se trouve confronté à plusieurs choses, hein, plusieurs dilemmes. D'abord, le pays n'a pas assez de médecins. Deuxièmement, si on supprime cette médecine, on risque quand même de déstabiliser la société. Et puis, si on supprime la médecine chinoise, eh bien, que les praticiens qualifient désormais de médecine nationale, par opposition à la médecine occidentale, le Parti communiste risque fort de passer pour un fervent défenseur de la culture impérialiste et pour un traître, hein, à l'égard de l'héritage culturel chinois. Donc, pour lui, au pouvoir, il n'y a pas d'avenir pour les deux médecines à distance, hein. Et au fil des années 50 et 60, il va proclamer plusieurs slogans qui qui ont des notions un peu différentes et qui reflètent des projets politiques légèrement différents, mais franchement, on n'a pas le temps là d'entrer dans la nuance. Le premier slogan de Mao, c'est l'union des médecines chinoises et occidentales, hein, l'union. Alors, comment faire en pratique, hein, on peut comprendre l'idée. Comment faire en pratique? Eh bien, dès 1950, sous la conduite du ministère de la Santé Rocheng, et puis sous le slogan la médecine chinoise étudie la médecine occidentale. C'est-à-dire, pour pouvoir unir ces deux médecines, il faut faire quelque chose. Eh bien, le premier temps, ça doit être, il va falloir que les médecins formés à la médecine occidentale étudient la médecine, pardon, que les médecins formés à la médecine chinoise étudient la médecine occidentale. On a un certain nombre de mesures qui vont être prises dans les années 51, 52, comme d'essayer de créer des écoles, d'essayer d'élever le niveau, hein, des médecins chinois en scientifisant la médecine chinoise, en donnant un peu quelques cours de sciences. Et puis, à la fin, il y a un examen national qui va dire si oui ou non ces médecins chinois formés à la médecine chinoise ont réussi le concours. Alors, cette première stratégie, elle a complètement échoué. C'est-à-dire qu'en 53, il y a très peu de candidats qui ont essayé de passer, de rentrer dans le cadre de cette formation. Sur les 14 000 qui passent l'examen, la moitié échoue. Et le problème, c'est que la moitié qui a été qualifiée n'est de toute façon pas habilitée à travailler dans les hôpitaux, à côté des médecins formés à la médecine scientifique. Alors, face à ces stratégies qui échouent, on a un renversement du slogan. C'est plus les médecins formés à la médecine chinoise qui vont étudier la médecine occidentale, c'est l'inverse, hein, c'est inversion du slogan en 1954. C'est les médecins formés à la médecine occidentale qui vont aller étudier la médecine chinoise. Alors, euh, là, très bien, mais là, il y a un problème de taille qui se pose. C'est c'est quoi exactement la médecine chinoise? Très bien que les médecins formés à la médecine occidentale aillent se former à la médecine chinoise, mais en fait, c'est quoi la médecine chinoise? Et entre 1900, c'est quoi? Ça pose la question, c'est qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, euh, jamais personne n'a songé à définir, à faire une synthèse de ce qui pourrait être la médecine telle qu'elle s'est pratiquée en Chine et à l'imposer d'une façon standardisée à la nation. Donc, si on veut que les médecins formés à la médecine occidentale apprennent la médecine chinoise, il faut la définir. Et c'est ce à quoi va s'atteler le régime communiste
à partir de 1956, ça va être d'instaurer des institutions, réunir des représentants de la médecine occidentale, des représentants de la médecine chinoise, pour ensemble essayer de composer une médecine chinoise qui soit pas trop farfelue, c'est-à-dire qui soit pas trop euh, 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 exprimée dans des théories trop métaphysiques, par exemple. Donc, composer une médecine, mais aussi qui puisse être une médecine qui soit compréhensible par les médecins formés à la médecine scientifique. Pour en faire quelque chose qui soit finalement, qui va s'imposer sur tout le territoire, hein, donc de standardiser, et qui, au final, pourrait s'imbriquer d'une façon ou d'une autre avec la médecine scientifique. Et entre 1956 et 1960, hein, on va voir ainsi une série de mesures qui est prise par le gouvernement communiste, comme la création d'académies de médecine chinoise, pour institutionnaliser un enseignement. Hein. Jusqu'à présent, j'y reviendrai plus tard, mais l'enseignement de la médecine chinoise ne s'est jamais fait dans une institution. Et institutionnaliser un enseignement qu'il faut dans le même temps définir. C'est-à-dire, c'est quoi la médecine chinoise? C'est donc une période pendant laquelle on va compiler, le gouvernement va confier à ses académies de médecine et à ses représentants, donc comptant donc des médecins scientifiques, de compiler hein, des manuels pour enseigner cette médecine chinoise. Et puis, on va définir un curriculum, donc une formation qui, comme je l'ai dit, comme je l'ai écrit sur ma diapo, comprend à la fois la médecine scientifique et la médecine occidentale. Et tout ça, hein, dans un contexte politique, j'ai pas trop de temps d'y entrer, mais après le mouvement des Sans-Fleurs, donc un mouvement qui a été très critique à l'égard du pouvoir en place, où Mao trouve une manière de reprendre le leadership en remettant le passé de la Chine à l'honneur. Et c'est donc l'époque de cette phrase qui est prononcée en 1958, la médecine chinoise est un grand trésor. Alors, alors, juste quand même pour bien comprendre ce que sont ces manuels, parce que c'est ces manuels qui vont avoir beaucoup d'influence sur nos représentations occidentales. Ces manuels qui sont créés donc en 1958, c'est vraiment des manuels qui sont faits pour les médecins formés à la médecine scientifique. Hein. Là, je vous ai mis la préface. Le but, c'est de donner une introduction raisonnablement complète et générale de la médecine de notre patrie. Il est censé servir de matériau de référence pour l'enseignement de la médecine chinoise dans les universités de médecine occidentale. Donc, des manuels qui sont là pour répondre au slogan La médecine occidentale étudie la médecine chinoise et pour permettre hein, la réalisation de cet autre slogan qui sera l'intégration des médecines chinoises et occidentales. Voilà, donc là, pour résumer, hein, juste sur ce premier point, on voit comment entre 1954 et 1960, le gouvernement communiste règle finalement cette question des deux médecines qui sont en concurrence. Il crée une médecine chinoise selon un processus qui est vraiment très clair. On préserve quand même certaines choses parce que même pendant la période nationaliste, les autorités s'accordent à trouver qu'il y a des choses qui fonctionnent dans la médecine chinoise, notamment euh, l'expérience clinique, notamment les drogues qui sont utilisées, les remèdes. Donc préserver, mais hein, on prend quand même on rejette ce qui est complètement farfelu, etc. On synthétise en faisant des manuels qu'on met dans les institutions et on élève, c'est-à-dire on essaie de rendre cette médecine chinoise plus scientifique et ça va être notamment, j'entrerai pas dedans le détail, mais c'est une période pendant laquelle la médecine chinoise va entrer en laboratoire, hein, c'est-à-dire on va essayer on va essayer de comprendre comment l'acupuncture marche, si elle marche, si elle marche pas, comment ça marche, pourquoi les remèdes marchent. Donc on va faire des expériences sur les plantes, etc. Et donc cette création, elle est donc dans la perspective, je le répète un peu, mais de former les médecins scientifiques chinois à une médecine chinoise dans la perspective aussi de favoriser cette intégration des médecines chinoises et occidentales. Et, et c'est bien aussi une idée qui est importante à cette époque-là, de produire une médecine qui surpasse la médecine occidentale et qui s'exporte. Hein.
faire une médecine qui surpasse la médecine occidentale, c'est, par exemple, on voit dans cette citation du ministère de la Santé en 1960, aujourd'hui, les travailleurs en santé ont cette conviction: la médecine chinoise est efficace, la médecine occidentale est efficace. Si les deux sont intégrées, elles seront encore plus efficaces et serviront mieux le peuple. Et dans l'idée que cette médecine, bien sûr, c'est une médecine qui est composée pour les besoins de la Chine, hein, qui manque qui a des, qui a des indicateurs de santé extrêmement mauvais et très peu de ressources, mais c'est aussi une médecine qui, dès les années 55, enfin, dès 1955, est perçue comme quelque chose qui pourrait intéresser d'autres pays. Hein, notre médecine n'est pas seulement un sujet d'intérêt en Union soviétique et dans les pays de démocratie populaire, elle est aussi un sujet d'intérêt pour le monde médical dans les pays capitalistes. Certainement, des gens dans l'assistance ont le souvenir que c'est effectivement ce qui va se passer dans les années 70, où la médecine chinoise telle qu'elle est pratiquée dans les hôpitaux, etc., va faire l'objet de, de, de missions du monde entier qui viendra observer, hein, ce qui est alors considéré comme le paradigme de cette intégration en médecine occidentale, médecine chinoise, c'est-à-dire ces opérations chirurgicales qui sont menées sous anesthésie par acupuncture dans les années 70. Alors, donc, c'est une médecine qui va s'exporter. Et là, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que cette médecine, donc, qui est un peu une composition, qui est quelque chose de construit, bien sûr pas à partir de rien, hein, à partir de morceaux de texte plus anciens, mais dans lesquels on a trié, on a préservé, voilà, on a modifié pour que ce soit compréhensible et que ce soit acceptable par un esprit scientifique. Cette médecine chinoise, en Chine, elle est appelée médecine chinoise, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de 1955, dans les articles qui sont publiés en anglais dans la revue chinoise de médecine occidentale, Chinese Journal of Medicine, c'est sous un autre nom, c'est sous le nom de Traditional Chinese Medicine que cette médecine chinoise va être présentée. Alors, euh, il est difficile un peu de comprendre quelles sont les motivations qui ont poussé à traduire médecine chinoise par médecine traditionnelle chinoise. Hein. Les motivations exactes sont assez difficiles à cerner, mais ce qui est sûr, c'est que les conséquences, elles, sont très faciles à cerner. Hein. C'est que ce terme de médecine traditionnelle chinoise va engendrer un malentendu complet dans les années 70 en Europe, parce que ceux qui vont recevoir cette médecine chinoise, appelée médecine traditionnelle chinoise, en fait, ne savent pas que ce qu'ils considèrent comme médecine traditionnelle chinoise, c'est en réalité cette médecine qui s'est construite dans les années 50 pour, dans un contexte très précis, hein, développer une médecine pour tout le monde et qui associe les deux. Et c'est sous ce nom de médecine traditionnelle chinoise que les Européens vont complètement mal comprendre ce qui se passe. Alors, avant d'en venir là, d'y revenir un peu plus précisément, parce que je suis pas très claire, juste un mot sur cette redécouverte de la médecine chinoise. C'est pas les premières fois que la médecine chinoise est connue. Hein. Les jésuites s'y sont intéressés. Au XVIIIe siècle aussi, on continue en Europe à s'intéresser à ce qui se passe en Chine. Mais après, il y a eu une grande période de trou noir où la médecine occidentale, faisant les progrès qu'elle faisait, ne s'est plus tournée vers les autres médecines. Et ce qui redonne de l'intérêt à cette médecine chinoise, c'est cette fameuse visite, peut-être que tout le monde s'en souvient, du président Nixon en Chine en 1972, où un de ses conseillers, James Preston, doit subir une opération de l'appendice. Donc, il est opéré et il va être opéré sous ce qui est alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, le paradigme de cette intégration, l'anesthésie par acupuncture. Ça fait bien sûr un regain d'intérêt pour la médecine chinoise en Europe et aux États-Unis, d'autant que dans les années 60-70 en Occident, on est quand même dans un mouvement qu'on a appelé de contre-culturel, avec une certaine méfiance vis-à-vis de la science,
et avec aussi une forme d'attrait un peu romantique pour ce que l'Occident aurait perdu, hein, et dans une période où on a une forme de bricolage un peu d'une spiritualité New Age, ça c'est le terme de Linda Barnes, eh bien, où on va mettre un peu de chinois, on va mettre un peu d'ayurvédique, un peu de yoga, un peu tout ça. Et bien sûr que le terme de médecine, dans le terme de médecine traditionnelle chinoise, il y a ce terme de traditionnel qui attire, hein. Et on veut en savoir plus. Si on a une médecine traditionnelle chinoise, on aimerait savoir, un certain nombre de personnes veulent savoir ce que c'est au juste, mais à ce moment-là, la Chine est fermée, hein. Les gens n'ont pas vraiment d'accès aux sources et finalement, le seul matériau qui va être disponible pour les personnes intéressées, donc les personnes qui voudraient en savoir un peu plus, ça va être ces manuels qui sont fabriqués à la fin des années 50, que j'ai cité tout à l'heure, pour vraiment former des médecins formés à la médecine scientifique, à la médecine chinoise. Et les premiers qui vont parler, Manfred Pockart, Ted Kapschuk, Nathan Sivin, Giovanni Maciulla, qui vont essayer de jeter un peu, qui vont essayer d'éclairer ce que c'est que la médecine chinoise, vont en fait se servir de ces manuels en pensant que c'est des sources traditionnelles, des sources très anciennes, c'est-à-dire vont se servir de ces manuels sans savoir, sans comprendre bien ce qu'ils ont dans les mains, hein. Et ils vont donc avoir cette médecine qui est parfaitement standardisée, qui semble être parfaitement être un système de pensée théorique cohérent, qui a toujours existé, complètement étanche aux évolutions historiques. Et c'est ainsi que à la fois par le nom de médecine traditionnelle chinoise et par les premiers éléments qui vont être utilisés pour dire ce que c'est la médecine chinoise, c'est à ce moment-là que va rentrer en Europe et aux États-Unis ce malentendu qui consiste à penser que la médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine qui vient depuis 2000 ans d'histoire, qui a toujours circulé en vase clos et qui arrive sans aucun changement. Alors maintenant, au-delà de cette médecine traditionnelle chinoise inventée à partir de 1956, vous allez me dire, mais la médecine en Chine, c'est quoi au juste? Eh bien, il faut d'abord préciser que en dépit du fait il a existé sous les gouvernements impériaux entre le VIe siècle et le début du XXe siècle, il y a bel et bien eu une institution centrale qui était chargée des affaires médicales, hein, il y avait aussi des institutions centrales pour les mathématiques, des institutions centrales pour les sciences astronomiques, mais jusque dans les années 50, cette institution, elle sert essentiellement la cour, mais elle n'a pas vraiment d'impact dans la société. Donc, par exemple, jusque dans les années 50, il n'y a pas de loi pour définir le statut de médecin, hein. Et donc, ça donne lieu à une très grande diversité sociale de ce qu'est le médecin en Chine. Il se forme pas dans une institution, mais plutôt dans un cadre artisanal euh, entre père et fils, entre maître et disciple. Parfois, simplement, on apprend la médecine en lisant les textes, hein. Mais bien sûr, c'est une grande diversité. Et puis, on n'a pas, comme je le dis tout à l'heure, jusque dans les années 50, il n'y a pas de manuel unique, hein. Mais il y a un océan, en réalité, de textes qui ont été produits depuis ce qu'on considère comme les canons de la médecine de l'Antiquité, qui, eux, effectivement, jettent les fondements de la médecine en Chine. Et pour vous donner une idée, à peu près, aujourd'hui, dans les bibliothèques chinoises de République populaire de Chine, on n'a pas moins de 12 124 titres d'ouvrages médicaux différents qui ont été préservés. Donc, ça veut dire c'est même pas 8% de ce qui certainement a été produit. Il y a une telle perte des sources, mais pour nous, la médecine chinoise ne s'est pas arrêtée au canon de l'Antiquité, hein, c'est ça que je veux dire. Cette immensité de sources nous permet de nous faire un peu quand même une idée de de ce qu'a été la médecine dans ses dimensions épistémologiques, dans ses dimensions pratiques et aussi dans ses dimensions éthiques. Alors, ce qu'on peut dire, je vais faire très vite, hein, mais ce qu'on peut
constate quand on lit toutes ces sources, c'est qu'il y a quand même une grande rupture au IIIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire que dans l'imaginaire chinois avant le IIIe siècle, la maladie, la santé, c'est plutôt lié à, par exemple, la vengeance d'ancêtres défunts qu'on a mal honorés. Et donc là, la médecine va plutôt consister à donner des réponses sacrificielles. Un peu plus tard, dans le premier millénaire, on considère que la maladie, ce sont plutôt l'attaque de démons, hein. Et les réponses thérapeutiques qui sont alors très courantes, ce sont plutôt les formules d'exorcisme qu'on récite pour chasser les démons qui sont dans le corps, ou les talismans, hein, des textes, des caractères écrits qu'on va poser sur la personne qui est malade. Et en revanche, aux alentours du IIIe siècle avant notre ère, donc au moment où l'empire des Qin et des Han se met en place, toutes les sources, hein, celles qui sont à la fois transmises par la tradition écrite, donc le canon interne de l'Empereur jaune, mais aussi toutes les sources qu'on a découvertes récemment par l'archéologie, mais qui datent de cette période, montrent que aux alentours du IIIe siècle avant notre ère, une nouvelle compréhension de l'homme et de sa santé émerge. Et c'est une nouvelle compréhension qui s'inscrit dans une conception nouvelle du monde, hein, qui porte les valeurs dominantes de l'époque. Alors, pour aller très vite, parce que je veux quand même arriver à la fin, je pense que ça, c'est des choses que tout le monde connaît et puis c'est assez vulgarisé, mais disons que dans ces canons de l'Antiquité, en gros, l'homme, enfin, tout l'univers fonctionne non pas d'après les caprices des dieux ou d'après, mais plutôt fonctionne selon des principes naturels qu'on peut appréhender. Donc, ces principes, vous les connaissez certainement, c'est le yin, le yang et les cinq phases, c'est-à-dire si on passe du jour à la nuit, si on passe de l'été à l'hiver, si on passe de l'état de bonne santé à mauvaise santé, c'est pas parce que on a été des mauvais citoyens ou des mauvais fils ou des mauvaises filles vis-à-vis de ses parents, c'est pas parce que on a des démons qui sont venus qui sont venus changer le cours des choses, c'est bien parce qu'il y a des lois naturelles qu'on peut appréhender. Et c'est cette vision du monde, elle imprègne d'abord très durablement l'histoire de la pensée chinoise, mais aussi elle imprègne la médecine qui est en train de se construire à cette époque, où, par exemple, le corps et le cosmos, hein, sont imaginés à l'identique, avec la tête qui est l'image du ciel, les pieds qui sont l'image de la terre, etc. Mais aussi, le corps et le cosmos sont vraiment conçus comme étant régulés par les mêmes principes dynamiques, donc du yin, du yang, ces mouvements comme ça oscillatoires. Et le corps et le cosmos interagissent. Mais dans cette médecine qui se met en place donc aux alentours du IIIe siècle, il y a aussi une autre idée qui est très importante, c'est que le corps humain, l'ordre, le fonctionnement du corps humain est exactement à l'image de l'ordre politique qui se met en place, hein, c'est-à-dire que le corps est constitué d'un souverain, c'est le cœur. Le cœur règne sur des entités anatomiques qui ont des fonctions vraiment bureaucratiques, hein, qui reprennent le langage bureaucratique de l'époque. Et, euh, et on a des unités qui stockent, des unités, donc des organes qui stockent. Hein, j'aime pas trop le mot d'organe parce que ça n'a pas trop de sens, mais des unités anatomiques qui stockent, des unités anatomiques qui produisent, et des canaux, hein, des routes, ces canaux qu'on appelle en général les méridiens, et qui laissent circuler entre tous ces différents espaces les biens les plus importants du corps, qui sont le qi et le sang. Et c'est aussi un texte dans lequel, bien sûr, la primeur est donnée à la prévention, c'est-à-dire que l'homme peut éviter d'être malade s'il arrive à vivre en accord avec le cours naturel de l'univers et s'il est d'accord de respecter les normes sociales. Et en ce sens-là, les textes qui sont produits comme ça aux alentours du IIIe siècle sont beaucoup plus confucéens que taoïstes, comme souvent on l'entend dire. Alors, est-ce que ce système qui est donc réfléchi aux alentours du IIIe siècle avant notre ère, est-ce que ça constitue un système de pensée cohérent?
et qui aurait été définitivement clos au fil de l'histoire, comme le terme de médecine traditionnelle chinoise pourrait laisser entendre. On a effectivement des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Est-ce que ça constitue un système cohérent et immuable? Eh bien non, hein. Et c'est ce- c'est dans les 2 millénaires qui vont suivre, hein, eh bien, la thérapeutique, l'étiologie, la compréhension du corps, des maladies ou encore les manières de poser un diagnostic vont évoluer, vont faire l'objet de recherches, hein, nouvelles qui suscitent parfois des polémiques et qui donnent même naissance à des écoles rivales. Et par exemple, prenons juste l'étiologie, donc la science des causes. Dans les traités de l'Antiquité, en gros, on reconnaissait 3 types de causes, mais plutôt rationnelles, hein. Donc, les éléments prélevés dans l'environnement, le froid, le chaud, l'humidité, la chaleur, très bien. Les émotions, hein, excessives qui pouvaient conduire à des maladies. Et puis, l'ingestion de nourriture malsaine, etc. Euh, Est-ce que c'est simple, ces causes vont être les seules au fil du temps? Non, parce qu'en réalité, la médecine, c'est un ensemble de savoirs, de pratiques, mais qui est pensé par des hommes et des femmes qui ont les pieds dans leur temps, bien sûr. Et donc, par exemple, après les Han, donc au IIIe siècle après notre ère, euh, l'empire se morcelle, le confucianisme perd de sa valeur, et on est dans une période entre le IIIe et le VIe siècle où le taoïsme et le bouddhisme vont gagner beaucoup d'importance. Et à la faveur de ce nouveau contexte philosophique et religieux, va ressurgir, par exemple, l'idée que la maladie, c'est bel et bien une punition divine, individuelle ou collective. Et avec cette cause qui ressurgit de l'Antiquité, donc d'avant, vont aussi être réutilisées les incantations, les talismans, qui non seulement sont utilisés, mais qui entrent dans le cursus impérial de médecine de l'institution dont j'ai parlé brièvement. Mais il y a des variations aussi qui sont pas simplement liées au contexte philosophique, mais qui sont par exemple liées à une technique comme l'imprimerie. L'imprimerie en Chine qui a commencé au 7e ou 8e siècle. Et au 11e siècle, on a un traité qui avait été produit sous les Han, donc au 2e siècle de notre ère, qui est retrouvé dans les bibliothèques impériales et qui va faire l'objet d'une impression. Donc ce texte, comme chez nous là, pour la Renaissance, une fois qu'il est imprimé, il va être largement diffusé et comme son titre l'indiquait, c'était un traité qui mettait en avant surtout le froid comme cause principale des maladies. Ce texte va circuler et il va susciter beaucoup de critiques, hein, sur cette étiologie. C'est le froid, mais pour d'autres vont plutôt dire entre le 11e et 14e siècle, on a toutes sortes de doctrines opposées qui vont dire mais non, c'est pas le froid. Chez nous, ici, dans le sud de la Chine, c'est plutôt le chaud. Ah, mais moi, moi, je suis dans une période où j'ai bien vu, il y a eu des famines. C'est plutôt le, le, c'est pas le froid, mais c'est plutôt les problèmes d'estomac qui sont les premières causes des maladies. Et donc, on a comme ça des doctrines très opposées et polémiques qui vont, qui vont naître et qui vont croître et embellir. Mais on a aussi des variations qui peuvent être tout simplement liées à des questions médicales, c'est-à-dire à l'irruption de nouvelles maladies dans le temps, et donc à ce que l'historien Mirko Grmek avait qualifié rupture de pastocénose, c'est-à-dire que on vit dans une société où on a une certaine distribution des maladies, et puis brutalement quelque chose de nouveau apparaît, eh bien, les hommes ne sont pas les hommes et les femmes qui travaillent dans le champ médical ne sont pas insensibles à ça. Et par exemple, euh, j'ai parlé des 3 étiologies qui étaient dans le canon interne de l'empereur jaune, mais la variole, qui probablement s'est diffusée à partir du 4e siècle en Chine, au 11e siècle, 12e siècle, devient pratiquement endémique. Et donc, c'est une maladie qui va d'abord changer de statut dans les catégories chinoises de la médecine. C'est une médecine qui devient pédiatrique, puisque finalement, c'est une maladie qui revient tellement souvent que finalement, seuls les enfants qui ne sont pas immunisés l'attrapent. Et dans la théorie médicale,
on va avoir l'invention d'une nouvelle cause, hein, le poison fœtal, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les enfants naissent tous avec quelque chose qui est en eux, au plus profond d'eux, et qui est cette cause inerte qui un jour va être déclenchée par quelque chose d'extérieur et qui va qui va faire se déclencher la variole. Et pareil, un autre exemple, on a au XVIIe siècle, on le sait, on a les sources historiques montrent qu'on a une résurgence d'épidémies très régulière au XVIIe siècle. Et à ce moment-là, toutes les théories euh, qui existaient hein, sur les maladies euh, vont être remises en question par certains auteurs. Et par exemple, un auteur comme Wu Jiuxing, donc au XVIIe siècle, va dire, mais non, ces maladies qui se répandent comme ça, c'est pas le froid, c'est pas le chaud, c'est pas tout ça, c'est un chi qui est putride dans l'environnement hein, et qui du coup développe une théorie des causes des maladies qui ressemble beaucoup d'ailleurs à la théorie des miasmes en Europe. C'était juste une manière d'illustrer hein, par l'étiologie combien, bien sûr, le savoir médical évolue au fil de l'histoire et surtout on n'a pas en Chine un savoir unique, cohérent, comme ces manuels qui ont été construits dans les années 50 et qui ont donné l'impression de ça. Mais on a des polémiques. Et par exemple, là, je me suis pas pu m'empêcher de vous citer un auteur qui est au milieu du 19e siècle. Alors lui, c'est un partisan de revenir aux théories de l'Antiquité. Il trouve que c'est les seules qui sont pures et qui sont les plus efficaces. Et il n'hésite pas à citer ses collègues, ou ses cosmonautes, et à vraiment exprimer des propos plus que critiques, on pourrait presque dire tenir des propos presque injurieux dans son texte. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que Tao Diyen a perdu l'occasion de se taire, regarder son discours, c'est pour moitié du plagiat, etc. Ou alors encore un peu plus loin, aujourd'hui, les gens disent que les gens du Sud n'ont pas de maladie froide, ce sont des charlatans. Zhang Dingyue, aussi un grand médecin du 17e, dit que les hommes sont plutôt déficients. Mais moi, je comprends pas pourquoi Dingyue voit les hommes comme ça. Je crains beaucoup que ça ne repose pas sur des faits réels. Donc, vous voyez, évolution. Hein. Et on pourrait faire pareil pour la thérapeutique. Alors, je crois que j'ai pas trop le temps euh, pour, euh, pour trop développer, mais pour la thérapeutique, c'est pareil. C'est vrai que dans les traités de l'Antiquité, c'est l'acupuncture qui domine, la médecine des correspondances systématiques. Mais alors qu'on sait qu'au même moment, grâce aux manuscrits qui ont été découverts par l'archéologie, l'acupuncture n'était qu'une parmi des thérapeutiques. Mais c'est l'acupuncture qui domine dans la médecine, dans le canon. Et en fait, à partir du XIe siècle, le remède, hein, toute la pharmacopée, est alors complètement réinterprétée, vraiment par le truchement d'un raisonnement pharmacologique et qui est le même que celui de l'acupuncture, va à son tour dominer toute la médecine savante, au point qu'à la fin du XVIe siècle, les traités de médecine relèguent l'acupuncture dans le champ des pratiques populaires et ou seulement d'urgence. On les retrouve vraiment, bon, vraiment, si la personne est quasiment en train de mourir, d'accord, on peut piquer. Et cette acupuncture sera bannie en 1822. Donc, des statuts de remèdes qui changent. Et puis, puisque j'ai parlé de la variole tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher aussi qu'il y a il y a des innovations aussi thérapeutiques. Et par exemple, la variolisation, qui consiste à introduire dans un enfant sain de la substance variolique qui est prélevée chez un enfant qui a la variole, c'est une technique aussi thérapeutique qui va être débattue dans les traités médicaux de la fin du XVIIe siècle. Donc j'en viens à mes remarques un peu conclusives. Euh, la médecine qui s'enseigne dans les universités depuis les années 60, hein, qui est en plus connue sous le nom de médecine traditionnelle chinoise, c'est donc une construction des années 50. Hein. Et donc malgré la référence à la tradition, bah, cette médecine, c'est en fait une discipline qui a seulement 70 ans d'existence, bien sûr qui n'est pas fondée à partir de rien. Hein, ça n'a pas été construit à partir de rien, mais c'est quelque chose de reconstruit. Voilà. Et il ne faut pas penser que c'est la médecine qui se pratiquait il y a 2000 ans. La médecine en Chine, bah, c'est en effet des textes anciens. Hein, j'ai parlé de ces textes du IIIe siècle avant notre ère qui jettent vraiment les bases d'une médecine, d'une compréhension du corps qui est complètement expurgée du divin.
Mais la médecine en Chine, c'est aussi toutes ces nouvelles propositions au gré du temps, hein, et comme je l'ai dit, au gré d'un temps philosophique, de maladie, etc., au gré des lieux, hein, parce que la Chine, c'est grand, donc on peut penser que selon qu'on habite dans les régions subtropicales du sud de la Chine ou au contraire dans les régions, dans les steppes arides du nord de la Chine, on voit pas le monde des maladies de la même manière, mais aussi au gré des milieux sociaux. Et c'est du coup des polémiques, des écoles dans toute l'histoire de la Chine. Et voilà, en d'autres termes, la médecine en Chine, comme ailleurs, hein, comme ailleurs, c'est bien sûr un ensemble de doctrines, d'idées, de pratiques qui sont à la confluence des hommes, qui sont à la confluence des maladies, de la culture et du politique. Hein. Et pour le dire autrement, c'est un ensemble de savoirs qui a toujours été construit par des hommes et des femmes qui avaient leur tête et leurs pieds dans leur temps. Hein. Et donc avec des temps philosophiques, des temps religieux qui bien sûr qui changent et qui imprègnent leur manière de voir le normal, le pathologique, le sain, le malsain. Et je dirais pour terminer aussi que la médecine en Chine, comme partout ailleurs, c'est un ensemble dynamique, hein, et dont les limites mêmes n'ont jamais cessé de se déplacer en Chine. J'ai parlé de cette institution médicale impériale qui n'a pas joué un grand rôle dans l'organisation du monde médical, mais c'était une institution qui, par exemple, définissait le corpus des textes et le corpus, et qui définissait donc les matières qui devaient être apprises par les grands fonctionnaires qui rentraient dans l'institution médicale et qui en sortaient comme médecins pour la cour. Eh bien, on peut voir, hein, grâce à cette manière de définir la médecine dans différentes époques, que la médecine en Chine, c'est bien sûr un ensemble dynamique. À certaines périodes de l'histoire, les incantations, les talismans font partie de la sphère médicale ou l'acupuncture, et à certaines périodes de l'histoire, ces mêmes techniques en sont exclues. Voilà, je pense que je m'arrête là. Merci infiniment, Florence. À toi, Jean-Paul, pour les questions. Il y a une première question. Les médecins aux pieds nus, c'est souvent associé à l'image médecine chinoise, donc vous pouvez en dire quelques mots? Oui, alors, oui, oui, les médecins aux pieds nus, bon, c'est un mouvement qui a pris, a pris en pleine révolution culturelle, donc qui était destiné, là encore, hein, à remédier à un manque de, de spécialistes, enfin de médecins formés à la médecine scientifique. Donc, l'essentiel pour le gouvernement chinois, c'était de former souvent des gens qui étaient allés juste au collège et leur donner quelques notions de médecine occidentale. C'est ça qui est très de médecine occidentale pour aller ensuite dans les campagnes, jusqu'au plus profond des campagnes et savoir gérer les urgences et notamment savoir les gérer les urgences. Alors, c'est vrai que la façon dont souvent les médecins aux pieds nus sont représentés dans la propagande chinoise, on voit plutôt des médecins qui ont un petit panier sur l'épaule avec des herbes et quelques aiguilles en pensant, bah, le médecin aux pieds nus, c'est celui qui va avec trois aiguilles, avec une aiguille et trois herbes, va soigner la population. Alors qu'en fait, j'ai un collègue chinois qui a fait tout un travail Feng Xiaoping de Barefoot Doctors et qui montre en réalité que les médecins aux pieds nus ont surtout contribué à diffuser la médecine occidentale dans le moindre village en dispensant bah, des antibiotiques et les premières règles d'hygiène dans les campagnes. Là, il y a deux questions, je vais passer assez vite parce qu'elles sont arrivées beaucoup, mais elles portent sur la validité scientifique. Donc, je vais faire un peu les questions, les réponses là-dessus. Donc, j'ai mis à gauche les questions, donc comme il y en a eu un certain nombre. Je vais juste renvoyer à deux choses là-dessus. Premièrement, il y a des tas d'évaluations, que ce soit sur l'acupuncture ou les médecines chinoises. Et en particulier, ceux qui sont intéressés, je les invite à aller consulter le site de la fondation enfin du collectif Cochrane, qui procède à des méta-analyses, c'est-à-dire qui regarde la littérature scientifique sur un sujet
Et puis ils disent, voilà, qu'est-ce que c'est que cette synthèse de cette littérature scientifique. Donc elle est énormément évaluée, hein. Il y a une centaine d'entrées pour acupuncture et médecine chinoise, ça veut dire une centaine de méta-analyses, donc des centaines d'études derrière. Grosso modo, ce qui ressort de tout ça, c'est que pour la médecine traditionnelle chinoise, les études sont pas très solides, il n'y a pas grand-chose qu'on arrive à montrer. Alors en général, il faut le regarder au cas par cas. Et sur l'acupuncture, pour le faire simple, et je mets en bas à gauche un article qu'on a publié récemment, euh, sur l'acupuncture, premier point important, c'est que le point d'acupuncture au sens de la médecine chinoise n'a aucune influence sur quand on fait les essais. C'est-à-dire qu'on plante les aiguilles à un endroit ou à un autre, aux endroits prescrits par la médecine chinoise ou pas, ça ne change rien. Et qu'aujourd'hui, on pense que ça joue par effet placebo. Alors, il y a eu à un moment donné des théories, mais peu étayées, sur l'idée que des endorphines pourraient être émises et pourraient calmer la douleur, parce que quand même, une des principales indications, c'est le traitement de la douleur. Je ne rentre pas dans le détail, mais pour ceux qui sont intéressés, allez consulter ces différents sites. Et puis, il y avait toute une série de questions, mais c'est plus en lien avec ce que vous avez dit juste avant. Une question en particulier, pourquoi prolifération hors de Chine, pourquoi la popularité? Bon, la popularité, on peut trouver pas mal de choses, mais le lien qu'on peut faire, c'était avec l'histoire des médecins en pieds nus et la volonté de l'OMS de mettre la priorité sur ce qu'ils appellent les soins primaires, qui sont exactement ce que font finalement les médecins en pieds nus tels que vous venez de le décrire, prévention, éducation, vaccination, au détriment des soins secondaires et tertiaires, qui sont les centres de santé et les hôpitaux, parce que, explique l'OMS, mais visiblement c'était le cas des autorités chinoises, ça c'est trop onéreux, et l'OMS est critiquée par certains pour ça, en disant c'est quand même les hôpitaux qui sont importants. Après, il y a une question, enfin une série de questions sur c'est quoi finalement les motivations des autorités chinoises. On comprend de votre exposé qu'il y a des raisons idéologiques, l'identité, l'histoire, s'affirmer, etc. Pallier un manque de moyens. C'est quoi la balance entre les deux? Est-ce qu'elle a évolué entre 1954 et 2024? Et puis une question qui vient en complément, qu'est-ce que pensent les autorités chinoises aujourd'hui de la médecine dite traditionnelle chinoise? Hum, Alors vraiment, c'est des questions qui sortent un peu du cadre de mon expertise. Euh, Parce que bon, travailler sur le contemporain, c'est Ouais, toujours un peu délicat parce qu'on manque, bon, comme vous l'avez évoqué à propos des analyses sur l'efficacité, etc. Bon, on manque toujours de sources qui sont vraiment. On a plutôt des témoignages comme ça et c'est difficile de se faire vraiment une idée de de ce que pensent les autorités chinoises actuelles de la médecine traditionnelle, de la médecine chinoise. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a sa place en Chine, dans les hôpitaux. C'est vrai que la Chine est le premier pays à avoir autorisé finalement une forme de pluralisme médical. Hein, c'est presque, je crois que c'est comme la constitution de la République populaire de Chine. Euh, les raisons idéologiques, on les comprend bien, hein. On ne pouvait pas supprimer quelque chose qui était de l'ordre de l'héritage chinois en se revendiquant d'un gouvernement nationaliste chinois ou d'un gouvernement communiste. Euh, et vraiment, je préfère pas répondre. J'ai pas vraiment oui, j'ai pas d'expertise sur cette question. Il est Non, sûr non, parce que qu'il y a un enjeu symbolique encore aujourd'hui à promouvoir la médecine chinoise hors de la Chine. Ça, c'est bien entendu quelque chose d'important et ce qui est certainement à la base de toutes les écoles qui fleurissent, qui offrent des formations sur 5 ans, 12 week-ends. On ne sait pas vraiment ce qu'ils y apprennent, mais visiblement, c'est quand même des écoles après qui, soi-disant, donnent un diplôme qui est reconnu par la Fédération chinoise enfin, le ministère de la Santé chinois. C'est sûr que c'est symboliquement c'est important, hein, la médecine chinoise se répand ailleurs. C'est aussi une manière peut-être de faire consommer des remèdes, donc ça rapporte de l'argent. Euh, mais voilà. peut-on imaginer, ou a-t-on des preuves même, que le président Mao a délibérément favorisé la promotion de la médecine chinoise en Occident à des fins de déstabilisation douce? Ce serait difficile de pouvoir le prouver parce que les archives, on a maintenant accès aux archives du gouvernement, etc. Je pense pas qu'il y ait une volonté de, non, je pense pas qu'il y ait une volonté de déstabiliser. En revanche,
l'idée que cette médecine qui allait peut-être faire, euh, euh, j'ai récemment dirigé la thèse d'un jeune Chinois qui a travaillé justement sur l'acupuncture, cette fameuse épopée de l'anesthésie par acupuncture en Chine dans les années 70. On voit bien sûr, et ce qui montrait, c'était très intéressant, c'est que bon, d'accord, il y a une politique qui surplombe le tout, mais on oublie souvent quand même, on oublie souvent une chose, c'est que ces politiques, elles ont été menées sur le terrain et qu'il y avait quand même, on voit bien par exemple, pour essayer de voir si vraiment l'anesthésie par acupuncture, ça marchait, pourquoi ça marchait, est-ce que c'était les points, est-ce que c'était l'électricité après qu'on mettait dans les points, est-ce que tout ça? Il y a quand même des millions d'expériences qui ont été menées en Chine et on voit bien quand on lit les archives de ce moment-là qu'il y a quand même un espoir. Hein, on n'est pas simplement dans la politique de vouloir à tout prix faire passer une médecine sur l'autre. Il y a vraiment l'espoir de créer une nouvelle médecine et de créer une nouvelle médecine aussi mondiale. Hein, c'est-à-dire essayer de faire quelque chose qui soit mieux et accessible et c'est pas simplement de la politique, c'est vraiment des choses qui ont été pratiquées sur le terrain à très grande échelle. Je rajoute juste une remarque. Je pense que c'est important de ne pas juger une période à l'aune de la connaissance d'aujourd'hui. Et ce que vous dites est important. Aujourd'hui, il y a eu des tas d'études rigoureuses faites sur l'acupuncture en particulier. Et il ne faut pas les juger l'acupuncture de comment elle a été faite, y compris les expériences qui ont été faites dans les conditions de l'époque, qui n'étaient peut-être pas celles qu'on a aujourd'hui, avec notre regard d'aujourd'hui. Ça, je vais passer assez vite, mais c'est une remarque qui revient finalement à une question qui est derrière, qui est la perception des médecins, j'ai envie de dire, d'orientation plutôt scientifique. C'était un entretien que nous a donné Marc Gentilini, qui est un des pionniers des maladies infectieuses en France, et qui dit: je me souviens de la venue d'un professeur chinois dans le service auquel un externe zélé avait demandé de parler de ses médecins aux pieds nus, et dit mon collègue chinois donc répondu qu'il accepterait volontiers d'évoquer cette démarche, mais qu'il rappellerait surtout le travail plus important effectué par les universités. C'est-à-dire que ce que voulait dire Gentilini, c'est qu'il y avait un certain agacement quelque part des médecins hospitaliers qui venaient en France, qu'on les ramène eux à une médecine traditionnelle chinoise dont eux-mêmes finalement avaient un certain recul et étaient quand même participaient de la médecine scientifique moderne et voulaient être aussi reconnus par ça. Est-ce que vous avez un commentaire justement sur la perception des médecins en général dans l'histoire entre 1954 et maintenant de la médecine moderne versus la médecine chinoise? Il faut quand même savoir que les premières générations de médecins chinois formés à la médecine scientifique, hein, parfois des grands chirurgiens, pour les besoins de cette politique de former les médecins chinois à la médecine, des médecins scientifiques à la médecine chinoise, ont fini toute leur carrière en tant que historien ou en tant que médecin, enfin, historien de la médecine chinoise. Donc, je pense que je ne sais pas quels sont exactement quels étaient leurs points de vue, mais disons qu'il y en a certains qui avaient été formés à la médecine scientifique la plus moderne de leur époque et qui ont complètement renoncé à leur carrière. Donc j'imagine que ces gens-là n'avaient pas forcément une très bonne opinion de ce qu'on leur demandait de faire. Mais ce qui est assez étonnant, j'en reviens toujours parce qu'en finalement, j'en reviens toujours à cette histoire dans les années 70 où les chirurgiens travaillaient avec des gens qui mettaient des aiguilles, et donc ça voulait dire quand même une imbrication du personnel dans une même salle d'opération, des gens qui pratiquaient la... Et on n'a pas... J'étais très étonnée, je posais la question à mon étudiant, mais est-ce qu'on n'a pas quand même des, des sources qui nous permettraient de savoir quelles étaient les relations de hiérarchie, par exemple, dans une salle d'opération entre le chirurgien qui opère et puis celui qui met les aiguilles pour générer une forme d'anesthésie ou d'analgésie ou parfois ça marchait pas du tout. Et en fait, non, on n'a pas vraiment il n'y a pas de source vraiment qui subsiste. Il y a bien des témoignages. Il avait quand même réussi à recueillir quelques témoignages oraux, mais c'était plutôt, je pense, de ce que je me souviens, c'était plutôt quand même
de vivre dans une forme quand même oui, quand même d'espérance, de faire des choses qui peut-être arriveraient à donner un résultat. Hein. Et donc, finalement, l'imbrication de ces différents types de médecins, c'est peut-être pas passé si mal que ça. C'est aussi dans ces années 70 que être d'accord pour promouvoir la médecine chinoise ou ne l'être pas, c'est quand même être classé entre deux lignes de lutte, c'est comme ça que c'était appelé à l'époque-là, entre la lutte, enfin la, la ligne, plus exactement la ligne politique pro-impérialiste et puis la ligne politique pro-chinoise, etc. Donc Oui. voilà, c'est compliqué d'avoir des témoignages individuels dans cette période qui était quand même troublée politiquement. Il y a une question un peu symétrique qui était sur l'opinion publique et la popularité en Chine. Vous en avez un petit peu parlé, mais entre, je dirais, 1954 et maintenant, la perception enfin, l'opinion publique ou de la population, je sais pas comment dire, de ces deux médecines, et on sait en dire des choses? On voit très bien dans la population que la population fréquente les deux quand il y en a besoin, mais aussi que dans les hôpitaux publics, il y a les deux types de médecine qui cohabitent. Donc, il n'est pas impossible que lorsque quelqu'un qui va voir un médecin de médecine occidentale, euh, et bien que finalement, le médecin de médecine occidentale l'adresse à son collègue dans le service de médecine traditionnelle pour trouver une autre solution. Donc, il y a quand même une forme de, de cohabitation qui est plutôt, De oui, il y a une porosité? forme de cohabitation qui est beaucoup plus douce que les formes de cohabitation qu'on a pu découvrir, qu'on a pu connaître dans la France des années 90, par exemple, où on avait vraiment deux camps qui étaient opposés entre ceux qui avaient une petite formation en médecine chinoise et qui étaient radicalement opposés à la médecine scientifique, et puis ceux qui étaient, voilà. Hmm. C'est un système qui me D'accord. paraît plus, voilà, de cohabitation, Hmm. de non-exclusion. De porosité, peut-être un peu. Voilà, de porosité, de non-exclusion. Alors, euh, j'avais une petite conclusion que j'aurais pu dire à la fin, quand je disais que bon, il y a toujours eu du changement en Chine, dans la médecine, mais j'avais quand même une autre petite chose, c'est que c'est vrai que il y a du changement en Chine, mais on peut dire que l'histoire de la médecine ne montre pas d'évolution un peu à la manière des révolutions scientifiques telles que Thomas Kuhn les a montrées, c'est-à-dire il y a un paradigme, il y a deux paradigmes qui se chevauchent. Et puis au bout d'un moment, il y en a un qui l'emporte et toute la communauté est rassemblée autour de ce paradigme. Bon, ça, c'est ce que Thomas Kuhn a montré dans la structure des révolutions scientifiques. En Chine, il y a des changements, mais un changement ne veut pas dire nécessairement qu'on va mettre tout le reste, éradiquer tout le reste. Donc, je pense que la manière dont les deux médecines cohabitent aujourd'hui en Chine sont d'une certaine partie un peu des marques de, de cette histoire. Hmm. D'accord, c'est C'est une clair. hypothèse. C'est une hypothèse en tout cas. Vous nous avez décrit une histoire. Oui. Est-ce que cette histoire-là, finalement, elle fait consensus, qu'on soit historien en Chine ou qu'on soit là, ou est-ce qu'il y a comment dire, une histoire différente qui est racontée par des historiens chinois ou des historiens... La manière d'écrire l'histoire de la médecine chinoise, elle est bien sûr très différente selon qu'on se trouve à Taïwan, donc ou selon qu'on se trouve en Chine populaire ou qu'on se trouve en Europe, même si Taïwan et Europe, États-Unis ont un peu une manière un peu identique de travailler à la discipline historique. Euh, on- il faut savoir que les historiens, par exemple, de République populaire de Chine qui travaillent sur l'histoire de la médecine chinoise doivent nécessairement être des médecins. Hein. Donc, c'est bien sûr que, alors là, doivent forcément être des médecins qui ont donc été formés à la médecine chinoise. Et alors là, on rentre dans une catégorie dans une manière d'écrire l'histoire qui est toujours très problématique, hein, parce on a la même chose, hein, et je pense que c'est un peu le sens de la première partie de la phrase.
pendant longtemps, on a eu en Europe une histoire de la médecine qui était racontée par des médecins qui étaient pas nécessairement, qui étaient bien sûr très formés en médecine, mais qui pensaient que écrire l'histoire de la médecine, ça nécessitait pas forcément d'avoir appris la méthode de l'histoire, de savoir ce que c'est une source, de savoir ce que c'est les biais. Alors, en Chine populaire, effectivement, les historiens qui travaillent sur l'histoire de la médecine chinoise sont souvent des médecins et ils ont une manière d'écrire l'histoire qui est souvent, qui justement ne prend peut-être pas la mesure de ce que c'est un acteur, de ce que c'est un observateur, de ce que c'est des catégories de l'époque, de ce que c'est des catégories d'aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est pour, je vais pas me faire que des amis, hein, je pense, mais c'est un peu un tort qu'on trouve, une forme de simplification, voilà, une forme de simplification de l'histoire, euh, ce qui n'est pas tellement le cas des travaux d'historiens qui sont publiés en Chine, à Taïwan, par exemple, qui ont peut-être plus une, en tout cas une maîtrise de la discipline historique plus proche de celle que on peut partager en Europe ou aux États-Unis. Il y a une différence entre, parce que vu de France, la Chine, le Japon, tout ça, c'est l'Asie. Il y a une différence entre les médecines chinoises, les médecines japonaises, les médecines, je sais pas quoi. Oui, alors déjà, étant bien sûr, avec tout ce que j'ai dit avant, étant bien sûr que la médecine qui se pratique, par exemple, au XIVe siècle, au fin fond du sud de la Chine, est-ce que c'est déjà la même que celle qui se pratique dans les régions les plus septentrionales de la Chine? Déjà, c'est pas complètement sûr, hein. Mais oui, oui, bien sûr, ce sont des médecines qui sont différentes, même si il y a eu des transmissions, hein, des transmissions de textes, donc des transmissions de textes entre la Chine, la Corée, le Japon. On a même non seulement des transmissions de textes, mais on sait que surtout entre la Corée et le Japon, on avait des ambassades de médecins qui venaient régulièrement poser des questions à des médecins japonais. Donc, je pense qu'il y a certaines théories se retrouvent parce que les textes ont circulé, hein, puisqu'ils étaient écrits en chinois, enfin dans la langue chinoise, qui était une langue qui pouvait se comprendre par les Coréens, les Japonais et les Vietnamiens. Mais ça ne veut pas dire forcément que, parce que les textes chinois ont circulé, les médecines japonaises, coréennes, vietnamiennes sont une reproduction. Non, c'est sûr que non, même. Hmm. Allez, encore deux questions. Je reviens à ça parce qu'on a énormément de remerciements sur la qualité de ton intervention. Il y a une qui est une affirmation. Philippe Casassu, qui se trouve être prof de thérapeutique, agrégé de thérapeutique, dit: J'ai la notion d'une célèbre opération à cœur ouvert sous acupuncture chez une malade qui avait en fait reçu auparavant une forte dose de PAC. Le confirmez-vous? Mais en fait, je pense qu'il affirme. Mais il affirme, non, mais c'est sûr, mais c'était pas caché complètement. C'est-à-dire, enfin, ça, c'est un D'accord. sujet sur lequel j'ai beaucoup, parce que mon étudiant m'a fait connaître vraiment Ah, des d'accord. expériences. Euh, il y avait, il y a, dans ces années-là, il y a des questionnaires, hein. À chaque fois qu'il y a ces milliers d'opérations, il y a des questionnaires qui sont adressés aux médecins. Est-ce que vous avez pu faire l'opération? Un peu, pas du tout, quel est le seuil de douleur, etc. Et donc, il y avait effectivement la possibilité, quand vraiment l'opération était impossible à, à mener à son terme normalement, la possibilité d'endormir le patient complètement, enfin de l'anesthésier et donc de le rendre complètement inconscient, indolore, etc. D'accord. Ça a été une vitrine, et c'est vrai que c'est très intéressant de voir à quel point les missions de Tunisie, d'Europe, etc., sont allées en Chine à ce moment-là pour découvrir euh, ces opérations. Mais on peut pas non plus dire simplement que c'est de la propagande. Il y avait une véritable recherche médicale qui se tenait D'accord. sur ces Ça pratiques. n'était pas une manipulation simplement, c'est ça. Donc j'avais cette notion-là. D'accord. Oui, bon, D'accord. manipulation peut-être, mais manipulation. Bien sûr qu'on voulait que les Européens et que les gens viennent voir et puissent voir quelqu'un qui se faisait opérer, qui en même temps buvait du jus d'orange, par exemple. Mais il y a quand même derrière tout ça une volonté de faire de la recherche scientifique. Y a-t-il des médecins chinois qui ont une double formation, qui alternent en fait des médecines chinoises traditionnelles et des médecines modernes?
Et notre ami suisse nous rapporte son expérience d'un hôpital chinois où il y avait une double entrée, une entrée avec une médecine occidentale d'un côté et une médecine chinoise, entre guillemets, de l'autre côté. Oui, ça, c'est ce que je disais un peu de Tout à fait. cohabitation, c'est-à-dire que on n'a pas simplement un hôpital de médecine chinoise, un hôpital de médecine occidentale, mais souvent des services qui donnent, qui coopèrent. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Eh bien, écoute, grand merci Florence, c'était absolument passionnant. Je crois que tu as absolument passionné tout le monde. Ah, merci. On va te laisser aller boire un petit peu d'eau parce que je crois que tu as une gorge qui est compliquée. On va remercier tout le monde d'être resté si tard. Merci Jean-Paul d'avoir particulièrement bien géré les questions comme à l'habitude. Et on donne rendez-vous à tout le monde début septembre pour parler de toute autre chose, mais le programme est déjà très riche pour l'année 24-25 et je pense qu'on retrouvera beaucoup de nos adhérents à l'écoute.